Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par Acerta consacré à l'évolution du marché du travail en Belgique. Nous allons vous présenter les résultats de notre enquête annuelle réalisée en collaboration avec Stepstone, le Talent Pulse 2025. Je m'appelle Maria Ferrito et je suis consultante chez Acerta Consult, spécialisée principalement dans le recrutement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Talent Pulse? Il s'agit d'une enquête que nous menons chaque année pour analyser la situation actuelle du marché du travail et identifier les tendances qui se dessinent. Cette année marque la 5e édition de cette étude, toujours en partenariat avec Stepstone. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les enseignements clés qui en ressortent et nous sommes particulièrement fiers de la participation puisque plus de 4200 personnes ont répondu à notre questionnaire et 2300 l'ont complété jusqu'au bout. Donc, il est important de préciser qu'il s'agit exclusivement de répondants individuels et non d'employeurs, ce qui nous donne vraiment une vision claire des attentes et des perceptions des talents sur le marché. Alors, vous allez, donc avant de démarrer, vous allez avoir la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire via l'onglet « Questions ». Et on y répondra à l'issue de ce webinaire de toute façon. Et cet après-midi, vous allez recevoir en guise de remerciement cette présentation dans votre boîte mail. Eh bien, nous pouvons alors démarrer. Le marché du travail évolue sans cesse. Ce qui motive les collaborateurs aujourd'hui peut être très différent demain. Pour les employeurs, cela implique une adaptation continue face à des attentes changeantes et à de nouveaux défis. Entrons dans le vif du sujet, nous allons commencer par vous présenter quelques chiffres clés issus de notre enquête. Alors, comme vous pouvez constater ce graphique, tout ce qui est en bleu, donc la courbe en bleu, ce sont les postes vacants estimés sur le marché en Belgique, tous canaux confondus. Et en rose, vous avez une courbe qui représente les offres officiellement enregistrées par le service public, donc pas toutes les annonces existantes. La période qui est prise en compte, c'est entre janvier 2017 et janvier 2025. Et les observations clés de ce graphique, c'est que les postes vacants ont fortement augmenté entre 2020 et 2022, atteignant un pic à plus de 90 000 début 2022. Et depuis ce pic, on observe une baisse progressive, mais le niveau reste élevé, 58 711 en janvier 2025. Les offres officiellement enregistrées sont beaucoup plus stables, oscillant entre 20 000 et 30 000, avec une légère tendance à la baisse depuis 2023. D'accord. On est à 23 167 en janvier 2025, comme vous pouvez le constater dans ce graphique. Alors, comment on peut expliquer cela? Eh bien, on a un pic en 2022 qui est lié à la reprise post-Covid et à la pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises ont ouvert beaucoup de postes pour relancer leur activité. Et puis, on a une baisse depuis 2023 due au ralentissement économique, l'ajustement des recrutements, mais le niveau reste supérieur à celui d'avant 2020. La pénurie persiste. Un écart constant entre les deux courbes, on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de postes vacants que d'offres enregistrées au final. Et donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce graphique? C'est que le marché belge reste tendu, même si la demande a légèrement diminué, le nombre de postes vacants reste historiquement élevé. Cela confirme la pénurie structurelle de talents et la nécessité pour les employeurs d'adapter leur stratégie, donc tout ce qui est marque employeur, flexibilité, attractivité par exemple. En d'autres termes, la demande de compétences reste forte, les talents ont encore un réel pouvoir de choix et les employeurs doivent continuer à se démarquer pour attirer les meilleurs profils. Dans cet autre graphique, on remarque qu'il y a aussi deux courbes. Donc, la courbe en rouge pour les 20-54 ans, c'est le taux d'emploi des personnes donc âgées de 20 à 54 ans. Et la courbe en bleu, c'est le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans. La période analysée ici va du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2025. Ce qu'on observe pendant ce laps de temps, c'est que le taux d'emploi des 20-54 ans est stable, autour des 75-77%. Et le taux d'emploi des 55-64 ans progresse régulièrement, de 54% en 2021 à 62% en 2025. L'écart entre les deux groupes se réduit légèrement, signe d'une meilleure intégration des seniors.
Alors, comment on va expliquer cette tendance? Il y a une stabilité, donc, comme on le remarque, chez les 20-54 ans, cette tranche de population reste le cœur du marché du travail, avec un taux élevé et peu de variations. Et cette hausse chez les 55-64 ans peut être expliquée par plusieurs facteurs, comme par exemple les politiques favorisant le maintien en emploi des seniors, on a les incitants financiers, avec la réduction des cotisations sociales pour les employeurs qui engagent ou conservent des travailleurs de plus de 55 ans. On a l'aménagement de fin de carrière aussi, avec des horaires adaptés par exemple, ou du télétravail. Les programmes de formation continue aussi pour permettre aux seniors de rester compétitifs face aux évolutions technologiques. Et donc, on peut l'expliquer aussi par un besoin accru de main-d'œuvre dans un contexte de pénurie. On voit que les seniors deviennent une réponse stratégique pour combler des besoins, surtout dans des secteurs en tension, comme la santé, l'enseignement, l'industrie. Et puis, il y a une évolution des mentalités. Les entreprises valorisent davantage l'expérience. Les organisations comprennent que la diversité générationnelle est un atout pour l'innovation et la performance. Donc, ça montre quand même une tendance encourageante. La participation des travailleurs seniors au marché de l'emploi continue d'augmenter. Cela signifie que les entreprises s'ouvrent davantage à l'expérience et que les politiques d'emploi portent leurs fruits. C'est une opportunité pour les employeurs de capitaliser sur la diversité des âges et pour les talents de prolonger leur carrière dans de bonnes conditions. Chez Acerta aussi, nous suivons de près nos clients et nous remarquons qu'il y a de nombreux défis à relever. Le Future of Job Reports 2025 définit 4 défis clés. Les voici dans ce slide. Alors, on a le premier qui est le progrès technologique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on a tout ce qui est innovation liée à l'IA, au big data, à l'automatisation, technologie numérique, qui changent les modèles de travail, les méthodes de production et la manière dont les services sont fournis. De nombreuses tâches existantes sont automatisées. Certains emplois disparaissent, d'autres changent fortement en termes de contenu. Donc, il y a un impact direct sur les compétences. La capacité à utiliser la technologie devient incontournable. Deuxièmement, l'évolution des compétences, des skills gap. Selon le rapport, environ 40% des compétences sur le terrain changeront d'ici 2030. Environ 60% des travailleurs actuels devront suivre une formation ou un recyclage pour rester en phase avec l'évolution de la demande. Former et développer les talents est devenu stratégique pour combler l'écart entre besoins et compétences disponibles. Troisièmement, on a l'évolution démographique et économique. Alors oui, vieillissement de la population, plus de seniors actifs, pénurie de main-d'œuvre aussi, donc nécessité d'inclure toutes les générations et diversifier les recrutements. Un contexte économique incertain, donc flexibilité et agilité deviennent des priorités. Les entreprises doivent repenser leur modèle pour intégrer la diversité générationnelle et rester résilientes face aux fluctuations économiques. Et puis, transition écologique, durabilité, effectivement, l'impulsion vers les critères ESG, environnement, socio, gouvernance, la réduction du CO2, l'énergie propre, etc., crée de nouveaux secteurs, par exemple l'énergie renouvelable, l'hydrogène, l'économie circulaire, et exige de nouvelles compétences. Les entreprises indiquent qu'elles manquent souvent de talent pour mettre en œuvre leur plan de durabilité. Comme nous l'avons dit, 2300 personnes sont allées jusqu'à la fin du questionnaire. Et ces personnes se trouvent aux 4 coins de la Belgique, donc aussi bien en Flandre qu'en Wallonie qu'à Bruxelles. Il s'agit de particuliers, c'est des travailleurs ou des demandeurs d'emploi. Et la première question qui était posée dans le questionnaire était la suivante: êtes-vous actuellement actif ou demandeur d'emploi? Et en fonction de la réponse donnée, d'autres questions s'affichaient par la suite. Ce qu'on va faire ici, c'est d'abord s'intéresser aux travailleurs et examiner les éventuelles opportunités chez un autre employeur. Ce que disent les chiffres, eh bien 74% des répondants sont ouverts à la possibilité d'un nouvel emploi, un chiffre important. Parmi eux, on a 22% qui sont en recherche active, 52% ne cherchent pas activement mais sont ouverts aux opportunités. La majorité des talents ne sont pas en recherche active, mais restent attentifs aux propositions intéressantes. Cela signifie que le marché est composé en grande partie de candidats passifs. Ils ne postulent pas spontanément, mais peuvent être séduits par une offre attractive. Pour les employeurs, c'est un signal très fort. Attirer ces profils nécessite une stratégie proactive.
marque employeur, communication ciblée, approche personnalisée. Cela montre qu'avec une proposition de valeur claire et une approche adaptée, il est possible de convaincre ses talents. 74% donc des répondants sont ouverts à la possibilité d'un nouvel emploi. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et le prochain slide ici, par contre, nous montre que 7 personnes sur 10 pensent qu'il est possible de trouver rapidement un nouvel emploi. Cela traduit une forte confiance des talents dans le marché du travail. Cette perception est cohérente avec la pénurie de main-d'œuvre et le nombre élevé de postes vacants. Les candidats se sentent en position de force. Ils savent qu'ils peuvent changer d'emploi sans grande difficulté. Pour les employeurs, cela signifie quoi? Eh bien, qu'il faut travailler sur la fidélisation et renforcer l'attractivité pour éviter les départs. Donc, ce n'est pas une question seulement de recrutement, mais aussi de rétention. Travailler sur la marque employeur, encore une fois, la flexibilité, le développement des compétences, c'est essentiel aujourd'hui pour rester compétitif. Alors, 34% des répondants ici envisagent un changement de carrière lorsque leur objectif et valeurs personnelles ne correspondent plus à ceux de l'entreprise. 19% le font en cas de déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle et 12% lorsqu'ils ont atteint un plafond dans leur fonction actuelle. Les motivations pour changer de carrière ne sont pas uniquement liées au salaire ou au poste. Elles sont profondément liées au sens et à l'équilibre. La valeur personnelle et la culture d'entreprise jouent un rôle majeur. Si elles ne sont plus alignées, le risque de départ augmente. L'équilibre vie privée-vie professionnelle reste un facteur clé, comme on peut le voir dans ce slide, surtout dans un contexte où la flexibilité est devenue une attente forte. Donc, l'absence de perspective d'évolution est également un déclencheur important. Ces chiffres nous montrent donc que la fidélisation ne dépend pas seulement des conditions financières, important à savoir. Les entreprises doivent travailler sur l'alignement des valeurs, offrir un cadre flexible et garantir des perspectives d'évolution pour éviter les départs. 34% des répondants ne trouvent pas d'offres adaptées à leur attente. Voilà ce que nous dit ce slide. 30% ne reçoivent pas de réponse à leur candidature et 22% estiment ne pas avoir l'expérience ou le diplôme requis. Il y a un désir réel de changement, mais des obstacles freinent la mobilité professionnelle. Ces obstacles révèlent un mismatch entre les attentes des candidats et les offres disponibles. Un manque de feedback dans le processus de recrutement, un écart de compétences ou de qualifications qui nécessite des solutions. Ces chiffres montrent que la volonté de changer est là, mais les candidats rencontrent des freins. Pour les entreprises, c'est une opportunité. En améliorant la communication, en proposant des formations, upskilling, reskilling pour le recyclage, et en adaptant les offres, elles peuvent attirer des talents motivés qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Miser sur la transparence et le développement des compétences est essentiel pour réduire ces obstacles et élargir le vivier des candidats. Bien sûr, la menace de la perte de travailleurs qui plane sur une entreprise est une opportunité pour votre entreprise. Je donnerai quelques conseils aux participants aussi en conclusion de ce chapitre, mais obtenez de meilleurs résultats que les autres entreprises dans les domaines suivants: vie professionnelle, vie privée, équilibre entre les deux, opportunités de croissance, surveillez vos valeurs, les normes, culture d'entreprise. Pour conserver vos travailleurs, restez attentifs aux grands événements de leur vie, c'est important. Faites évoluer vos collaborateurs pour une relation de longue durée. Cherchez ensemble la solution. Alors, on va s'intéresser aux travailleurs, opportunités d'emploi chez l'employeur actuel cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau des enquêtes? 36% des travailleurs aimeraient changer de poste au sein de leur entreprise dans l'année à venir. 64% ne souhaitent pas changer de rôle. Donc, plus d'un tiers des collaborateurs sont ouverts à la mobilité interne. Cela montre qu'il existe un potentiel important pour la rétention des talents. Au lieu de les voir partir, les entreprises peuvent leur offrir des opportunités en interne. La mobilité interne devient un levier stratégique pour répondre aux attentes des collaborateurs et réduire le turnover. Les entreprises qui proposent des parcours de carrière, des formations, des plans de mobilité interne ont donc plus de chances de fidéliser leurs talents et de répondre à leurs aspirations.
Miser sur la mobilité interne, c'est non seulement retenir les compétences, mais aussi renforcer l'engagement et la motivation des équipes. Mais la mobilité professionnelle interne est freinée. Eh bien, 25% des travailleurs estiment qu'il n'y a pas d'opportunité appropriée pour évoluer en interne. 17% doutent de leur capacité à s'adapter à un nouveau rôle et 16% d'entre eux s'inquiètent de l'impact sur leur équilibre vie privée, vie professionnelle. Même si 36% des collaborateurs sont ouverts à la mobilité interne, ce qu'on a vu dans le slide précédent, eh bien, des freins importants subsistent. Ces obstacles sont liés à un manque de visibilité sur les opportunités internes, à un manque de confiance dans les compétences ou la capacité à réussir un changement, ou une crainte d'une charge de travail accrue ou d'un impact négatif sur la vie personnelle. Pour favoriser la mobilité interne, il ne suffit pas d'ouvrir des portes. Il faut rendre ces opportunités visibles, accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs compétences et rassurer sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Les entreprises qui investissent dans la transparence, dans la formation, dans la flexibilité, créent des environnements de travail où la mobilité interne devient une vraie alternative à la démission. Tout le monde ne veut pas nécessairement évoluer vers un rôle de dirigeant, mais il y a clairement l'envie d'en faire plus. 33% des travailleurs souhaitent évoluer vers des rôles de management et de leadership. 32% envisagent une autre fonction dans un autre département et 28% veulent avoir un impact plus important sur l'organisation et ses objectifs. Les collaborateurs ne cherchent pas seulement à changer d'entreprise, ils veulent évoluer en interne. Leurs attentes sont variées. Leadership, responsabilité pour un tiers des répondants, mobilité horizontale pour découvrir un autre département, contribution stratégique pour renforcer leur sens de l'utilité. Cela montre que le développement de carrière est un levier majeur de fidélisation. Investir dans la formation, la transparence des opportunités, la reconnaissance des ambitions individuelles est la clé pour conserver les compétences dans un marché tendu. Ce qui ne signifie pas toujours évoluer vers une autre entreprise. 36% des collaborateurs ont récemment évolué grâce à de nouvelles responsabilités ou projets et 14% ont évolué vers une nouvelle fonction. Cela montre que l'évolution interne existe, mais reste limitée à une minorité. Les talents attendent des perspectives de développement. Quand elles existent, nouvelles missions, nouveaux projets, mobilité interne, elles contribuent à la fidélisation. À l'inverse, l'absence d'évolution est un facteur de départ, surtout dans un marché où les candidats se sentent en position de force. Pour retenir les talents, il ne suffit pas d'offrir un emploi, il faut offrir un avenir. Ça, c'est très important. Les collaborateurs qui voient des opportunités d'évolution sont plus engagés et moins enclins à quitter l'entreprise. Miser sur la mobilité interne, les projets transversaux, la montée en compétences est une stratégie gagnante. L'évolution ne se limite pas à changer de fonction. Donner des responsabilités supplémentaires ou des projets stimulants, c'est déjà un levier puissant pour renforcer l'engagement. Opportunités d'emploi pour les demandeurs d'emploi. L'enquête démontre que plus de 8 demandeurs d'emploi sur 10 trouvent la recherche d'emploi difficile. C'est la perception d'un processus complexe malgré un marché tendu. La durée de recherche actuelle, on voit que 32% recherchent depuis plus d'un an un travail, 35% depuis 1 à 6 mois, et donc 28% pensent pouvoir trouver en quelques semaines, 40% en quelques mois, 18% en un an. Il y a un paradoxe. Je vous montre la suite ici, voilà. Le marché est dynamique, beaucoup de postes vacants, mais la recherche reste vécue comme difficile. Quelles sont les raisons possibles? On peut avoir des processus de recrutement longs et exigeants, un décalage entre les compétences disponibles et les attentes des employeurs, et un manque de transparence ou d'accompagnement pour les candidats. Donc, même si le marché est en tension, la recherche d'emploi reste perçue comme complexe. Les entreprises ont un rôle à jouer pour simplifier leur processus, pour améliorer la communication et rendre leur offre plus accessible. Cela peut faire la différence pour attirer des talents qui, malgré les difficultés, restent confiants sur leurs chances à moyen terme. Les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi sont diverses. 55% des demandeurs d'emploi ne reçoivent aucune réponse à leur candidature. 37% ne sont pas invités à un premier entretien, 30% ne trouvent pas d'offres adaptées à leur profil, 25% estiment ne pas avoir l'expérience ou le diplôme requis,
et 23% ne reçoivent aucun feedback après le premier entretien. Ces chiffres montrent que la recherche d'emploi reste un parcours difficile et frustrant pour beaucoup de candidats, malgré la pénurie de talents. Les principaux obstacles sont liés à un manque de communication, l'absence de réponse, pas de feedback, une inadéquation entre les offres et les profils et la barrière liée aux exigences de diplôme et d'expérience. Répondre aux candidatures, donner du feedback, élargir les critères de sélection sont des leviers essentiels si vous souhaitez attirer et fidéliser les talents. Un demandeur d'emploi sur 4 déclare ne pas avoir l'expérience ou le diplôme requis pour les postes qu'il vise. Cela relève un écart important entre les exigences des employeurs et le profil des candidats, on le disait tout à l'heure. Ce constat illustre un gap. Les compétences et qualifications demandées ne correspondent pas toujours à celles disponibles sur le marché. Les entreprises risquent ainsi de passer à côté de talents si elles restent trop rigides sur les critères formels, diplôme, année d'expérience, et j'en passe. Il est essentiel de repenser les pratiques de recrutement pour évaluer le potentiel et non seulement les acquis. Face à ce constat, il est crucial d'adopter des approches plus inclusives et orientées compétences. 3 leviers clés. Technique de sélection objective, on évalue les capacités, le potentiel, les compétences réelles plutôt que de se limiter au CV. Transparence sur les critères, différencier clairement donc les must-have, tout ce qui est indispensable, et les nice-to-have, ce qui est souhaitable, pour éviter d'exclure inutilement des candidats. Et intégrer aussi l'apprentissage dans la fonction, proposer des parcours de formation dès l'embauche pour combler les écarts et sécuriser la montée en compétences. 33% des demandeurs d'emploi utilisent des sites d'emploi comme LinkedIn, Stepstone, Indeed, Jobat. 27% passent par les services publics de l'emploi, PDAB, Forem, Actiris. 12% font appel aux agences d'intérim, de recrutement et de sélection. La recherche d'emploi, elle est multicanale, mais les plateformes digitales dominent. Les services publics restent un acteur important, surtout pour certains profils, et les agences privées sont moins utilisées, ce qui peut indiquer un besoin de visibilité accrue et une perception du coût. Pour toucher les talents, il est essentiel d'être présent là où ils cherchent. Où est-ce que tel ou tel talent, est susceptible d'être? C'est ça que je dois me poser comme question en tant que dirigeant d'entreprise. Sur les job boards, les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, les plateformes publiques, une stratégie de recrutement efficace combine visibilité digitale, partenariat avec les services publics et, si nécessaire, le soutien d'agences spécialisées. 25% des répondants estiment que leur valeur ajoutée repose avant tout sur leurs compétences et leurs skills, plutôt que sur leur diplôme. Les autres critères, comme l'expérience professionnelle et formation diplôme, arrivent derrière, chacun autour des 20%. Cela montre qu'il y a un changement de perception. Les talents se définissent de plus en plus par ce qu'ils savent faire et pas uniquement par leur titre académique. Les candidats valorisent les compétences pratiques et transférables comme premier atout. L'expérience professionnelle reste importante, mais elle n'est plus le seul critère. Le diplôme perd du poids dans la perception de la valeur ajoutée, ce qui reflète une tendance vers des recrutements basés sur les compétences. Les talents se voient avant tout comme porteurs de compétences, pas seulement de diplômes. Et pour attirer et retenir ces profils, les entreprises doivent adopter une approche orientée skills. Évaluer le savoir-faire, le potentiel et la capacité d'apprentissage plutôt que se limiter au titre académique. Donc, miser sur les compétences, c'est aussi élargir le vivier de candidats et répondre plus efficacement à la pénurie. Pour la majorité des candidats, les facteurs clés dans le choix d'un emploi sont l'équilibre vie professionnelle, vie privée, pour 26% d'entre eux, c'est la priorité la plus citée. Le contenu de la fonction, 21%, donc les missions et responsabilités comptent presque autant. Et puis, le salaire brut, à raison de 16%. C'est important, mais moins déterminant que les deux premiers. Le point notable ici, c'est que le télétravail n'est pas considéré comme indispensable pour la plupart des demandeurs d'emploi. Cela signifie qu'il n'est pas un critère décisif, contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis la pandémie. L'implication pour les employeurs, c'est que miser sur la qualité du poste et la flexibilité globale, les horaires, l'équilibre, plutôt que sur le télétravail comme argument principal, par exemple. Et travailler la clarté des missions et la culture d'entreprise pour attirer les talents, bien sûr.
50% des demandeurs d'emploi déclarent avoir déjà ressenti une discrimination lors d'un processus de recrutement. Cela révèle un problème significatif dans les pratiques de sélection. Le type de discrimination les plus cités, l'âge, pour 67% d'entre eux. La discrimination liée à l'âge est de loin la plus fréquente. Et puis l'origine culturelle ou ethnique, 23% d'entre eux. Donc un quart des cas concernant la diversité culturelle. Il est crucial ici de renforcer les pratiques inclusives et de sensibiliser les recruteurs aux biens conscients, mettre en place des processus objectifs comme des grilles d'évaluation, méthodes STAR pour réduire les discriminations, communiquer clairement sur la politique de diversité et d'inclusion pour rassurer les candidats. Là, on va parler plutôt de la réintégration des malades de longue durée, un sujet assez phare pour le moment. Cette enquête démontre que près d'un travailleur sur 4, 23% d'entre eux, quitte son employeur après une maladie de longue durée. Cela montre que la réintégration après une absence prolongée reste un défi majeur. Le comportement des travailleurs après la reprise, voilà, 69% reprennent le travail au même poste et dans la même organisation, donc la majorité retrouve son rôle initial. 8% reprennent le travail dans un autre poste au sein de la même organisation. Une minorité bénéficie d'un aménagement, comme on peut le voir, et donc d'une mobilité interne, parfois. 23% quittent l'entreprise, donc un quart des travailleurs ne se réintègrent pas, ce qui peut être lié à un manque d'adaptation ou de soutien. 6% reprennent le travail au même poste, mais dans une autre organisation, et 17% reprennent le travail à un autre poste dans une autre organisation. Quelle est l'implication pour les employeurs? Eh bien, il faudrait prévenir la rupture, donc mettre en place des politiques de retour au travail progressifs et des aménagements raisonnables. Le dialogue, l'accompagnement, renforcer la communication donc avec le travailleur pendant l'absence et préparer la réintégration de celui-ci. Et puis la flexibilité interne, proposer des postes adaptés ou des missions temporaires pour faciliter la reprise. La majorité des travailleurs, 76%, reprennent leur activité dans le même régime de travail après une absence pour maladie. 24% changent de régime, par exemple temps plein, temps partiel, ce qui montre une certaine adaptation, mais reste minoritaire. Le point critique ici, c'est les 41% des travailleurs qui déclarent ne pas s'être sentis soutenus par leur employeur pendant la période de maladie. Cela révèle un déficit important en matière d'accompagnement et de communication. Donc, ce qu'on peut vraiment conseiller aux employeurs dans ce cas précis, c'est de renforcer le soutien pendant l'absence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de maintenir le lien avec le travailleur pendant cette procédure, pendant cette période de maladie. Proposer les aménagements, voir si on sait faire quelque chose au niveau des horaires, télétravail, temps partiel pour faciliter la reprise, et sensibiliser les managers, former à l'importance du suivi humain et à la prévention du désengagement. Pendant une absence pour maladie, les contacts des travailleurs se concentrent surtout sur le secteur médical, mais le lien avec l'employeur reste limité. Voici le détail des chiffres, c'est que 72% ont été en contact avec leur médecin généraliste, donc le suivi médical est la priorité. 39% ont eu des échanges avec leur mutuelle, aspect administratif, indemnisation, et 42% ont été en contact avec leurs dirigeants. Donc moins de la moitié maintiennent un lien direct avec l'entreprise. Le contact avec l'entreprise est insuffisant. Moins d'un salarié sur deux parle avec son employeur pendant l'absence. Alors pourquoi c'est important? Maintenir le lien favorise la réintégration et réduit le risque de rupture, comme quitter l'entreprise après maladie. Et on encourage vraiment cette communication proactive dans le cadre de la procédure de réintégration. Lorsqu'un membre de l'équipe est absent, la redistribution des tâches est la solution la plus courante, mais il existe un manque de politique claire dans certaines organisations. Les chiffres nous démontrent que 69% disent que les tâches sont redistribuées au sein de l'équipe, pour 69% d'entre eux en tout cas. 25%, aucune politique générale n'existe pour gérer ces absences. Et 23%, c'est le ratio du remplacement temporaire par une autre personne. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, la redistribution est la norme, mais elle peut augmenter la charge de travail et le stress des équipes. L'absence de politique montre un risque organisationnel.
manque de préparation face aux absences prolongées. Et le remplacement temporaire est minoritaire, ce qui peut indiquer des contraintes budgétaires ou de flexibilité. Alors, les mises en pratique via Acerta Consult, en fait, face à ces défis RH révélés par les données, les entreprises ont besoin de solutions concrètes et adaptées pour chaque étape du cycle de vie des collaborateurs. Alors, le flux entrant, le recrutement, dans un marché où l'équilibre vie privée, vie professionnelle et le contenu du poste sont prioritaires, nous aidons à attirer les bons talents grâce à des conseils, du job marketing, des processus de sélection objectifs qui réduisent les biais. On coach les dirigeants d'entreprise, voire toutes les personnes impliquées dans le processus de recrutement aux bonnes techniques d'entretien, par exemple, ou à la bonne méthode d'évaluation des candidatures. Pour le flux passant, tout ce qui est développement du collaborateur, et bien pour limiter les départs après maladie et renforcer la fidélisation, nous proposons des formations et accompagnements favorisant l'adaptation et la mobilité interne. Pour tout ce qui est réintégration, avec 23% des travailleurs qui quittent leur employeur après une absence prolongée, eh bien on aide à mettre en place une politique de réintégration efficace et un suivi individuel pour maintenir le lien. Et pour le flux sortant, l'outplacement, quand la séparation est inévitable, on accompagne aussi la réorientation professionnelle pour préserver l'image employeur et soutenir le collaborateur. Je vous remercie donc pour cette enquête. Restez au top des RH. Je vous remercie pour votre attention plutôt. Vous pouvez rester au top des RH via nos formations. Donc, on a prochainement des formations liées à l'initiation à la législation sociale qui se tiendra le 18 novembre. Je vous invite à vous y inscrire. On a également une autre formation sur comment améliorer sa communication et sa relation aux autres par la communication non violente qui se tiendra le 25 novembre. La réintégration après maladie aussi, donc tous les aspects juridiques, les conseils pour une reprise réussie qui se donnera le 1er décembre. Et on a aussi d'autres formations comme par exemple les techniques de recrutement efficaces sur demande. Dans tous les cas, n'hésitez pas à visionner notre catalogue de formation sur le site acerta.be/formation. On a des prochains événements à venir, des webinaires gratuits aussi à venir, assez intéressants sur la gestion de l'absentéisme par exemple, sur le budget mobilité ou bien l'évolution du paysage des chèques repas, 9 décembre. Mais dans tous les cas, je vous invite à nous envoyer un mail si vous êtes intéressé par tel ou tel conseil, formation sur l'adresse suivante multirh@acerta.be. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À la prochaine.